Bonjour à tous et bienvenue à l'American Heart Association. Et donc on va vous présenter à quatre nos coups de cœur, en tout cas des choses qui nous ont marqué plus que d'autres à ce congrès. Je m'appelle Gilles Montalesco, je suis professeur de cardiologie à Paris à la Pitié-Salpêtrière et j'ai avec moi le professeur André Lamy de McMaster, bienvenue. Le docteur Romain Chopard de Besançon, bonjour. Bienvenue, et le professeur Sylvain de la Pitié-Salpêtrière. Donc on va peut-être commencer avec les coups de cœur du chirurgien cardiaque. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce congrès? Pour moi, c'est l'étude d'ACAB, donc une étude chinoise, l'étude randomisée de 500 patients. Un groupe avait l'aspirine, un groupe avait aspirine et ticagrelor, et un groupe seulement le ticagrelor. Ces gens-là ont fait... En fait, je connais ces investigateurs-là, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Des gens très sérieux, et ils ont fait ce qu'on appelle un CT angiogramme, en français, un angiogramme par CT. Scanner. Un scanner à 1 an pour regarder la perméabilité des pontages. Et les pontages étaient certainement meilleure perméabilité pour le groupe avec aspirine et ticagrelor. Par rapport à l'aspirine? Par rapport à l'aspirine ou par rapport au ticagrelor seul. Alors, c'est intéressant, on a très peu d'études comme ça. C'est quand même une petite étude qui est limitée au point de vue méthodologique, mais c'est une des premières études où on voit où il semble avoir un bénéfice pour la perméabilité des pontages. Pour ça, c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'ennuie un tout petit peu, ce sont des pontages SAPHEN, exclusivement. Alors, à mon institution, ça n'existe plus, les pontages SAPHEN. Et chez les chirurgiens cardiaques, depuis au moins 10 ans, ne font que de l'artériel et du tout artériel, et dans un certain nombre d'autres centres français aussi. Alors, est-ce qu'on doit appliquer ce message-là au tout artériel? Il n'y a pas de preuve que les pontages tout artériels soient meilleurs. Enfin, l'étude de Dr. Taggart a simplement démontré que c'était mauvais, en plus d'infection du sternum. La perméabilité des veines est quand même assez élevée. Je vais parler brièvement de Compass Cabbage que j'ai eu la chance de présenter. Mais la perméabilité des artères mammaires antérieures gauche est à 95%, mais la mammaire droite est beaucoup plus basse. On ne sait pas si c'est un problème de technique ou c'est un problème de distribution de territoire vasculaire, mais la perméabilité était seulement à 85% pour les mammaires droites, et 95% pour la mammaire maintenant, droite. ils font des Y, nos chirurgiens. Ils font des Y, alors je vais m'amuser à regarder les résultats, est-ce que c'est une question de technique ou quoi, mais je pense pas qu'on soit vendu sur les pontages artériels. L'artère radiale, une perméabilité de 90% égale aux veines. Les résultats sont arrivés. Ouais, dans l'étude chinoise, on a quand même 17 ou 18% d'occlusion dans le bras contrôle à 1 an, ce qui est élevé. Ce qui est élevé, c'est quand même un petit groupe. Là, on parle d'environ 135-140 patients. C'est un peu la limitation méthodologique de cette étude-là. Dans Compass Cabbage, on parle d'environ 1400 patients. Il y a un peu plus de veines là-dedans. Bon, alors Compass Cabbage, on retient quoi comme message final? Compass Cabbage, c'est rivaroxaban 2,5 mg versus aspirine seulement. Aucune différence. Les résultats sont tout à fait identiques. Ce qui est un peu surprenant et qui me fait pleurer un peu, mais ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'à long terme, les patients qui sont sur rivaroxaban ont la même réduction de mortalité et de stroke à long terme à la fin de l'étude, similaire à l'étude principale. Pour ça, c'est encourageant. Donc le bénéfice est lié à autre chose que la perméabilité des pontages. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est différent? Est-ce qu'on doit traiter des pontages d'une certaine façon, peut-être avec ticagrelor, et traiter nos patients d'une autre façon avec rivaroxaban? C'est à voir. On ne sait pas encore la réponse finale. Bon, c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, Romain, qu'est-ce qu'on doit retenir de la cardiologie interventionnelle lorsqu'on s'attaque à l'embolie pulmonaire? Eh bien, c'est quelque chose auquel on s'intéresse de plus en plus, notamment de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit réaliser des procédures de cardiologie interventionnelle endoluminale de reperfusion pulmonaire pour la prise en charge des embolies pulmonaires à haut risque, avec instabilité hémodynamique, et également les embolies pulmonaires, on dit à risque intermédiaire haut, c'est-à-dire avec dysfonction ventriculaire droite, sans retentissement hémodynamique. De nombreuses sessions et controverses ont eu lieu lors de ce congrès, et cela vient du fait qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore défini de manière optimale la stratégie de reperfusion pulmonaire dans ces situations. La thrombolyse systémique réduit la mortalité précoce,
notamment dans les embolies pulmonaires graves avec choc cardiogénique, ça s'est bien démontré. Mais cela se fait au prix d'une multiplication des complications hémorragiques, qui sont multipliées par un facteur 5 pour les hémorragies graves et par un facteur 10 pour les hémorragies intracrâniennes, qui ont un retentissement direct pour le patient, que ce soit fonctionnel et même vital. Donc c'est pour ça que la communauté qui s'intéresse à la pathologie thromboembolique veineuse s'oriente également vers le développement des procédures endovasculaires. Alors il y a différents dispositifs qui ont été étudiés avec plus ou moins de succès. Il y a un dispositif qui a actuellement l'autorisation d'utilisation sur le territoire américain dans cette indication particulière. Et ce dispositif qui a été beaucoup discuté lors de ce congrès, il associe deux choses. Une émission d'ondes ultrasonores au sein du thrombus qui est censée délier les fibres de fibrine du thrombus afin de faciliter la diffusion, la pénétration du traitement thrombolytique qui lui est injecté de manière parallèle, in situ, localement, au sein du thrombus. À dose réduite ou à... Ce qui permet effectivement de réduire les posologies utilisées par rapport aux injections systémiques. Ça réduit le taux de réduction, enfin la posologie est réduite de 4 fois par rapport à la dose qui est approuvée par la FDA actuellement, c'est 100 mg de thrombolytique, et ils utilisent là 25 mg, et il y a une étude qui montre que des posologies encore plus réduites et des durées d'infusion encore plus limitées auraient une efficacité. L'efficacité est jugée actuellement sur des critères intermédiaires. Ce que ça montre, c'est qu'il y a une récupération rapide et assez importante de la perfusion pulmonaire, associée à une diminution du taux de dysfonction ventriculaire droite, dont on sait que c'est un facteur pronostique important dans les suites d'une embolie pulmonaire. Mais c'est des études, actuellement on a peu de patients, c'est 3 études, environ un peu plus de 300 patients. C'est des études descriptives, on n'a pas de données randomisées versus le traitement de référence, la thrombolyse dans les embolies pulmonaires graves, ou le traitement anticoagulant simple qui est actuellement recommandé par l'ESC dans les EP avec stabilité hémodynamique mais dysfonction ventriculaire droite. Donc, bon, c'est le retour des ultrasons et de la thrombolyse dans la thrombose. Les études randomisées sont en cours, voilà. Et on aura la réponse. On a essayé tout ça dans les coronaires. Hein. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir qu'on mettait des guides pour faire des ultrasons dans les coronaires quand il y avait des thromboses. Ça ne marchait pas très bien et puis c'était un peu iatrogène. Et puis la thrombolyse locale, elle a disparu des coronaires. Donc c'est une renaissance dans les artères pulmonaires. À voir. Voilà. Bon, très bien. Johan, Fourier, il y a eu des nouvelles, des analyses après le résultat principal, et puis peut-être un mot de Cantos aussi. Oui, alors effectivement, donc, il y a eu plusieurs présentations sur la maladie coronaire stable, avec toujours cet objectif de réduire le risque résiduel. Donc c'était les résultats principaux de Fourier, et donc on cherche en fait à avoir une population cible. Donc il y a eu 2 très belles études, sous-études préspécifiées qui ont été présentées, une par Marc Sabatini et une par Marc Bonaca. Une première sur les gens avec une artériopathie oblitérante, donc des membres inférieurs, qui était une population de l'étude qui tirait le meilleur bénéfice. Et donc on peut voir qu'effectivement c'est une population à très haut risque. Donc ils ont sélectionné sur les 27 000 patients, tous les patients qui avaient donc une artériopathie oblitérante. Ils ont regardé quel était donc le risque relatif et donc la diminution du risque absolu surtout. Donc on arrive à diminuer donc le NNT, donc le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir un objectif, en sélectionnant ces patients à très haut risque. Donc l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est une population à très haut risque, seule. Quand c'est associé à un infarctus également, on est sur un patient polyvasculaire, donc qui a un risque très élevé, plus que la population globale. Donc ça en fait 2 populations de choix pour ce traitement, en tout cas ce nouveau traitement en long cours. Et donc il y a une étude à peu près similaire qui a été présentée sur la population infarctus donc, par Marc Sabatini. Donc, et cette fois-ci ils sont intéressés donc, aux coronariens qui avaient fait un infarctus antérieurement. On sait également par d'autres études de bithérapie antiplaquettaire prolongée que ce sont des patients à très haut risque. Et donc ils ont trouvé 3 critères qui permettent d'enrichir en fait le risque cardiovasculaire résiduel. Donc le premier c'était d'avoir fait un infarctus dans les 2 premières années, dans les 2 dernières années avant la randomisation, donc un infarctus relativement récent. Les patients qui ont fait plusieurs événements, donc au moins 2 infarctus,
et les patients qui ont une maladie multitronculaire résiduelle, donc une atteinte athéromateuse multiple sur leur coronaire. Donc, si on a 1, 2 ou 3 de ces critères-là, on a une population qui est enrichie en risque et donc on voit un bénéfice, encore une fois, à la fois relatif et surtout sur le risque absolu, qui est nettement en faveur de l'utilisation de ce médicament. On a l'impression quand même d'un gros effort pour réduire la population cible, avec des analyses des sous-groupes, ce qui va bien plaire aux autorités, je pense. Oui, exactement, c'est ça. Donc d'ailleurs, si on analyse ensuite le groupe sans critères d'enrichissement, on voit que les bénéfices sont très faibles. Donc ça va être clairement une population qui va tirer son épingle du jeu et qui va être les premiers patients à être traités par ce traitement. Et donc Cantos, qui évalue cette fois-ci un inhibiteur de l'interleukine, a montré des résultats à peu près similaires sur cette médecine un peu personnalisée, c'est-à-dire que la population globale de l'essai qui était positif a été divisée en fonction du fait d'être répondeur sur la baisse de la CRP ou non répondeur. Et donc tout le bénéfice quasiment de l'étude est tiré par les gens qui sont répondeurs. Donc les gens qui répondent aux 3 doses de traitement et qui ont une baisse de la CRP ont le 25% de risque de réduction relative et ont tout le bénéfice de l'essai. Donc les patients qui sont non répondeurs par contre ont un bénéfice qui est extrêmement modeste. Donc ça va être encore une fois une façon de choisir donc des patients qui peuvent être éligibles à ce traitement. Très bien, moi j'ai retenu 2 nouvelles rapidement. La première nouvelle, c'est l'étude Preserve, qui a été publiée dans le New England, qui est une nouvelle étude. Il y en a eu beaucoup d'autres sur la préservation de la fonction rénale, la limitation des événements cardiovasculaires lorsqu'on fait en particulier une angiographie coronaire, puisque là on a une population à 90% ayant eu des angiographies coronaires. 25% ont eu des angioplasties et l'idée c'était de voir si le bicarbonate ou si l'acétylcystéine ou les deux pouvaient améliorer le pronostic de ces patients, et c'est échec sur toute la ligne, ni l'un ni l'autre ni les deux ne permettent d'améliorer le pronostic de ces patients qui avaient pour entrer dans l'étude des clairances entre 15 et 44 ml par minute, donc ils étaient vraiment à risque de se compliquer et on n'arrive pas à réduire ce risque. Alors, j'ai regardé les volumes de contraste donnés, ils sont relativement modestes, on est autour de 90 ml par minute en moyenne, ce qui ne reflète pas forcément ce qu'on fait quand on fait une coronographie puis une angioplastie dans la foulée, ou des procédures complexes, mais en tout cas l'étude est plutôt décevante sur ce point. Et puis, l'autre étude que j'ai retenue, une nouvelle qui n'a pas fait la une des journaux vraiment, mais qui est intéressante et qui est associée à une publication dans le JAMA, qui est cette histoire de la L-peptida et de la sténose aortique. Alors, on a tout un passif sur les lipides et la sténose aortique, sur les statines et la sténose aortique. Tout a échoué. Et là, on a une étude californienne qui part d'un registre de 45 000 patients où une base génétique est associée. Et ils ont découvert le fait suivant, c'est que les patients qui ont deux variants génétiques associés à une augmentation des taux de L-peptida développent dans les années de suivi de ce registre des sténoses aortiques beaucoup plus fréquemment que les autres patients. Alors on pourrait se dire, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Premièrement, c'est une cible nouvelle de la sténose aortique, et deuxièmement, il y a des médicaments qui arrivent pour abaisser la L-peptida, en particulier des oligonucléotides antisens. Et si demain, ça marche pour réduire le taux de L-peptida, et si chez ces patients qui ont les variants, on se dit qu'ils vont développer la sténose aortique parce qu'ils vont avoir des taux de L-peptida trop élevés, on aura peut-être le premier traitement médical de prévention de la sténose aortique, dont tout le monde sait que le traitement est chirurgical ou interventionnel, mais en tout cas, les médicaments jusqu'à ce jour ont échoué tant dans le traitement que dans la prévention. On tient peut-être une piste. Voilà, petit clin d'œil sur le traitement médical de la sténose aortique. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette session vous a plu et qu'on vous a amené quelques nouvelles et quelques espoirs. À bientôt.